Déjà, j'invite les invités à venir sur la scène avec nous et Amy aussi de venir également. Alors vous verrez, il y a eu un petit changement de programme du coup, donc là c'est la plénière, parce qu'il n'y a plus de vidéo proche apparemment. Mais donc là c'est la plénière, le syndicalisme étudiant, un syndicalisme de transformation sociale. Donc on a bien Jean-Philippe Legoy avec nous pour le GERM et la Cité des mémoires étudiantes. On a bien Romain Boix, du coup ancien président de la LMDE, donc la mutuelle des étudiants. Mais nous n'avons pas Cassandre Bliot au final qui s'excuse et qui n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui. Mais par contre, on a Jaspal de Oliveira Gil, du coup, qui était qui était présidente de l'UNEF Paris 1 à l'époque de la mobilisation contre Parcoursup et qui en a été l'une des figures majeures, notamment en Ile-de-France, une figure médiatique. Et on a également Anthony Whitney, donc, qui est administrateur de l'association des anciens de l'UNEF et qui est également représentant donc, de la cible, donc c'est Solidarité internationale LGBTI. Pardon, oui. Ouais. Du coup, je vais commencer par laisser la parole au GERM pour faire un petit point un peu historique. Et puis après, on fera un petit peu, on va dire, dans l'ordre chronologique des différentes générations militantes qui se sont succédées et qui sont ici présentes à cette table ronde. Merci beaucoup, Éléonore. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux que je n'ai pas pu encore saluer, je vais vous proposer quelques petits repères et pour alimenter le débat de cette table ronde sur le syndicalisme étudiant de transformation sociale. Et dans le discours d'ouverture de ce matin, Éléonore a donné 3 références historiques. La manifestation du 11 novembre 1940, la mobilisation contre la guerre d'Algérie et le mouvement de mai-juin 68. Je rajouterai un élément qui, de la vie de toutes et tous pour cette table ronde, peut être le fil rouge, à savoir la charte de Grenoble. Donc, voilà. Vous avez un numéro spécial des cahiers du GERM sur cette charte de Grenoble, avec évidemment le texte in extenso, mais aussi d'autres éléments de contextualisation. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette charte de Grenoble? Donc on est bien dans le contexte de la libération de l'occupation nazie. On a des étudiants comme Pierre Rostini ou Paul Boucher qui ont participé à la résistance et qui veulent redéfinir l'étudiant et le mouvement étudiant comme un mouvement syndical. Et donc l'article 1er, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que après vous connaîtrez par cœur, c'est l'étudiant, et évidemment l'étudiante, est un jeune travailleur ou une jeune travailleuse intellectuelle. C'est important parce que chaque mot définit des droits et des devoirs que vous pourrez lire dans le reste de la charte de Grenoble. Jeune, ça donne droit à une prévoyance. Donc vous avez en germe, sans faire de jeu de mots, le régime étudiant de sécurité sociale qui va être créé en 1948. Je n'en dis pas plus, Romain y reviendra. Vous avez toujours en germe la question du pré-salaire, de l'allocation d'études, qu'aujourd'hui on appelle l'allocation d'autonomie, qui est une revendication que vous portez et que vous avez rappelé de manière très forte dès l'ouverture de ce congrès. Et vous avez aussi la question de la représentation étudiante dans la gestion des œuvres et de l'enseignement supérieur. C'est seulement en 1955 que vous aurez une loi qui inscrit la parité entre l'UNEF de l'époque et l'État, 50% de représentants, 50% de représentants. Ça donnait un droit de veto, un droit de regard au mouvement étudiant sur la gestion des œuvres.
Et il va falloir attendre 68 pour qu'il y ait les premiers représentants étudiants dans les conseils de gestion des universités. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, et d'ailleurs c'est la loi de 68, hein, mais les premières élections c'est au printemps 69, donc il faudra attendre ce moment-là pour que les facultés, ancien nom des universités, ne soient plus gérées que par ce qu'on appelait à l'époque les mandarins. Alors, pour vous donner quelques éléments de plus de débat par rapport à ce fil rouge, si vous avez suivi les débats à l'UNEF, même à la FAGE, souvent vous avez une expression qui est celle des deux jambes. Eh bien, moi, je voudrais remonter encore plus loin et vous parler de la charte d'Amiens qui, 1906. Alors, 1906, c'est la charte d'Amiens qui définit le mouvement syndical de la Confédération Générale du Travail, CGT, et qui parle non pas de deux jambes, mais de la double besogne. Et cette double besogne, c'est les intérêts immédiats des travailleurs, donc on parle même à l'époque de mieux vivre, d'amélioration des conditions de travail, etc., de réduction du temps de travail, évidemment, mais aussi, l'autre besogne, c'est l'émancipation intégrale. Donc, l'idée d'une révolution sociale qui permette l'épanouissement de chaque travailleur et de chaque travailleuse. Eh bien, cette idée-là, vous l'avez aussi en germe dans la charte de Grenoble. Vous regarderez le préambule. Il y a deux phrases très importantes. Il y a même l'idée de l'internationalisme. C'est écrit à ce moment où s'établit le statut spécifique des nations. Donc c'est la mise en place de l'ONU, c'est la mise en place de l'Union internationale des étudiants. Eh bien, vous avez aussi ce moment où le monde du travail et de la jeunesse dégage parle d'une révolution économique et sociale au service de l'homme. Donc, même dans cette charte de Grenoble qui redéfinit le mouvement étudiant comme un mouvement syndical, il y a bien cette idée qu'il y a l'immédiat, mais il y a aussi le projet de société, comme il a pu être dessiné, on va dire, ce matin. Hein. Évidemment, vous n'allez pas ressortir de ces 2 jours avec un projet de société clé en main, mais c'est au moins cette idée-là, c'est-à-dire que on peut aussi bien faire des distributions alimentaires en période de crise sanitaire, et même si on n'en est pas encore tout à fait sorti, on peut continuer à faire des distributions alimentaires et en même temps penser à quelle société les étudiants d'aujourd'hui aspirent et souhaitent mettre en place dans le futur. Donc je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Alors, si j'ai encore un peu de temps, donc je vais juste vous parler de la période avant le mouvement de mai-juin 68, où là, vous avez justement un essai de mise en place de ce qu'on pourrait appeler un syndicalisme de transformation sociale étudiant ou un syndicalisme révolutionnaire étudiant. Les mots ont peu d'importance. Ce qui compte, c'est surtout les pratiques syndicales qui ont pu être évoquées à ce moment-là, mises en place, expérimentées. Et il y a une phrase que j'aime bien de la FGEL, alors encore un sigle, Fédération des groupes d'études de lettres. En gros, c'était l'UNEF de la Sorbonne Lettres dans les années 60, et qui disait que chaque étudiant devrait être un militant, et chaque militant devrait être un responsable. Et donc cette idée qu'il n'y ait pas de coupure entre
le milieu étudiant et les militants, et qu'il n'y ait pas de coupure entre les militants et leur direction et leur collectif d'animation. C'est quelque chose qui a été mis en place par un militant assez important qui s'appelait Antoine Griset, qui après va être président de la Mutuelle nationale des étudiants de France, où ils vont continuer à expérimenter différents processus pour que les militants et les militantes soient toujours au cœur de l'action du syndicalisme étudiant. Je pense que c'est aussi un des critères pour définir un syndicalisme de transformation sociale. Je vous remercie de votre attention. C'est pour vous donner le micro juste après, mais du coup, Anthony Whitney, comme je le disais, au nom de la UNEF, et puis aussi qui était membre de l'UNEF, mais je pense que vous allez l'expliquer, avant notamment la réunification de 2001. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est impressionnant d'être devant un tel amphithéâtre. Je remercie l'Union étudiante et Pauline Le Baron de cette double invitation à cette table ronde et au pot amical de ce soir à Paris. Donc, je suis Anthony Whitney, je suis administrateur de l'association des anciens de l'UNEF. J'ai prévenu le président de l'association de ma présence et du fait que je répondais à cette invitation, donc il n'y a aucun problème. On aura l'occasion en conseil d'administration la semaine du 8 mai de débattre de la situation actuelle que connaît le mouvement étudiant, c'est-à-dire votre venue dans le paysage. Donc pour l'instant, les avis des anciens, il y a les anciens qui sont à l'association des anciens et les anciens qui n'y sont pas, les avis sont partagés. Donc ce sera l'occasion de débattre. Et je suis également secrétaire général de SIL, Solidarité Internationale LGBTQI, qui est membre de l'Inter-LGBT, où on retrouvera peut-être l'Union étudiante dans quelques temps. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai été à la GE de Cergy et de Pontoise, un enfant du plan Université 2000 qui a été évoqué ce matin, et j'ai été à l'UNEF-ID, donc il y avait deux UNEF, l'UNEF-ID et l'autre UNEF, proche du Parti communiste, de 1993 jusqu'à 2001. Donc j'ai connu la période où l'UNEF avait été détrônée de sa place de première organisation étudiante au CNESER par la FAGE, et j'ai ensuite contribué et participé au fait que l'UNEF redevienne première organisation étudiante avec 5 élus au CNESER et que la FAGE soit détrônée. Et ensuite, les choses ont évolué dans les décennies suivantes. Plus la question de la réunification des deux UNEF, à laquelle j'ai également participé, et qui a été un moment important dans mon parcours. J'ai également été au bureau national de l'AMNEF et administrateur de la LMDE. Donc j'ai un regard mutualiste, sachant que je suis depuis 2002 élu de la MGN, donc je continue dans le milieu mutualiste. Donc l'association des anciens de l'UNEF n'a pas vocation à donner un label aux organisations, qu'elles soient l'UNEF ou qu'elles soient l'Union étudiante, que les choses soient bien claires. Par contre, elle est intéressée à l'écoute de la pluralité du syndicalisme étudiant progressiste. Et c'est pour ça que j'étais très intéressé par vos débats et heureux de répondre à cette invitation qui date il y a très peu de temps. Je ne vais pas vous parler du fonctionnement de l'association, ça serait un petit peu fastidieux. Je vais plus vous parler des éléments historiques que j'ai pu traverser jusqu'à cette période de militantisme étudiant à travers notamment un mouvement. On parle beaucoup du CPE, mais il y a eu le mouvement du CIP en 1994, le contrat d'initiative professionnelle, d'insertion professionnelle, à l'époque de la cohabitation avec Édouard Balladur. Et l'UNEF a su, marquer une victoire en faisant reculer le pouvoir de droite, puisque c'est eux qui dirigeaient le pays dans une situation de cohabitation.
Et c'est l'illustration avec d'autres rendez-vous de l'histoire de l'UNEF ou de l'UNEFID pour démontrer que le syndicalisme étudiant progressiste, lorsqu'il est uni, lorsqu'il est fort et mobilisé, peut faire reculer le pouvoir en place au profit des droits étudiants, des droits acquis ou des droits nouveaux. C'est quelque chose dont j'ai toujours été convaincu comme militant d'hier ou militant aujourd'hui dans d'autres sphères, et je sais que c'est quelque chose que vous avez enraciné en vous et gardé cette flamme importante. On a beaucoup parlé de l'association des anciens de l'UNEF au moment où c'est plutôt l'UNEF qui a fait parler d'elle, où il a été question de la dissoudre dans les milieux de la droite extrême et de l'extrême droite. Les anciens de l'UNEF, de l'association et hors de l'association, se sont donné la main pour faire barrage et signer un appel dans le monde à travers toutes les générations étudiantes de l'UNEF successives et passées pour dire non. Et donc ça a contribué avec d'autres choses, mais ça a contribué fortement à ce qu'il soit dit non à cette tentative qui pouvait devenir plus sérieuse si on n'y avait pas mis un stop. Pour ce qui concerne la réunification, ça a été un travail des deux UNEF de plusieurs années, avec les deux Karine Delpas, présidente de l'UNEF proche du PCF, après Marie-Pierre Vieux, et avec Karine Seller, présidente, la dernière présidente de l'UNEFID. Et c'est au congrès de réunification que Karine Seller va quitter la présidence de l'UNEFID, qui devient l'UNEF, réunification des deux UNEF, et elle va devenir présidente de la mutuelle des étudiants, Karine Seller. Donc Yassir Fishtali devient premier président de l'UNEF réunifiée. Et j'ai connu donc Philippe Campagny, Pouryan Mirchri, Karine Seller, Yassir Fishtali, comme président de l'UNEFID ou de l'UNEF, et j'ai travaillé avec ces présidents-là, étant précisé que j'ai été au Bureau national et 4 ans élu au Knesset et au Crous de Versailles. Donc j'ai eu l'occasion de défendre les droits étudiants au Knesset, d'obtenir la représentation étudiante dans les écoles doctorales, d'obtenir que les maquettes prévoyant des modalités de contrôle de connaissances conformes aux réformes pédagogiques qu'on avait pu arracher, comme en 1997 avec Bérou, soient effectivement appliquées et que le cadre national des diplômes soit effectivement respecté. Et avec les vagues mises en place par Claude Allègre de contractualisation des établissements d'enseignement supérieur avec le ministère, on a été de plus en plus vers une autonomisation des universités et vers un cadre national plus faible. Donc moi, j'ai profité, durant ma période de militance étudiante, d'un cadre national qui était encore beaucoup plus fort que ce qui n'est malheureusement devenu aujourd'hui. Et les possibilités d'intervention des élus nationaux, notamment au Knesset, étaient, d'autant plus qu'on était largement majoritaire avec au moins 5 élus, était tout à fait considérable. Le pouvoir de l'élu au Knesset, à l'époque, était beaucoup plus important que ce qu'il est malheureusement devenu au fil du temps. Et j'en ai discuté avec mes successeurs des générations qui ont suivi, et malheureusement, les fruits se sont un peu rabougris, et cette instance est devenue autre chose. Quoi dire pour conclure rapidement? Tout à l'heure, je participerai à un rassemblement auquel l'Union étudiante appelle et est signataire, à la Fontaine des Innocents, au Forum des Halles, pour les droits et libertés en Tunisie. Donc c'est important dans mon militantisme et dans votre organisation, la dimension internationale et internationaliste, de défendre les droits et libertés en France. On a bien besoin de mener ce combat avec la Ligue des droits de l'homme dont je suis adhérent,
et on a besoin de le défendre aussi à travers le monde, dans les pays francophones et au-delà. Et concernant SIL, Solidarité Internationale LGBTQI, je vous engage à consulter le site de la UNEF, le site de SIL, vous trouverez beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Comme l'a dit Pauline, les luttes intersectionnelles et la défense des droits des personnes LGBT sont consubstantielles au syndicalisme d'avenir. Merci beaucoup pour ces deux premières interventions. Donc là, on va continuer en continuant donc de parler de la transformation sociale, et notamment quand on parle de syndicalisme de transformation sociale, il faut savoir que historiquement, autour de l'UNEF, il y a plusieurs satellites qui gravitent, notamment du coup la mutuelle des étudiants, et donc on a avec nous Romain Boix pour nous parler un petit peu de tout ça, parce que c'est quelque chose que je pense la majorité des personnes dans cet amphi n'ont pas connu, mais du coup pour revenir un petit peu là-dessus et sur l'importance aussi de la mise en protection sociale de la jeunesse, qui est quand même notre cheval de bataille principal avec la démocratisation de l'ESR. Bonjour à tous. La première chose, ce serait peut-être une précaution dans ce que je vais vous dire, et puis dans la manière dont vous allez recevoir mes propos, c'est peut-être, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est méfiez-vous toujours de ces tables rondes des vieux, entre guillemets, parce qu'on a souvent tendance à approcher nos propres tourments syndicaux sur les générations futures et à essayer de régler des choses qu'on n'a pas su régler nous-mêmes. Donc il faut aussi avoir beaucoup d'humilité, je crois, quand on est devant ce type d'auditoire, et qu'on nous donne cette responsabilité-là historique de tirer des leçons de ce qu'on a vécu, et c'est jamais un exercice facile. Vous dire d'où je parle, moi j'ai été membre du bureau national de l'UNEF de 2011 à 2013, je suis arrivé à l'UNEF en 2008 à peu près à Toulouse, et j'ai été président de la LMDE jusqu'en 2018, donc de 2013 à 2018, je fais un parcours syndical au sein de la mutuelle des étudiants qui était un peu tourmenté, puisqu'on a notamment été placé sous administration provisoire. Enfin, il y a eu des passages assez compliqués, dont je ne vous ferai pas le détail, parce que ce n'est pas super passionnant. Mais peut-être essayer de vous dire à la fois à quoi servait la mutuelle des étudiants, et puis quelles leçons on peut tirer sans se mentir, ce qui est une défaite syndicale majeure pour l'UNEF, puisque on a perdu la gestion de ce régime étudiant, et on a perdu la capacité à gérer une mutuelle, qui était la mutuelle des étudiants, en tout cas à l'époque où j'en étais président. Donc en plus, je porte cette responsabilité sur mes épaules. Je m'en suis remis depuis, hein, mais voilà, quoi, ça renforce l'humilité nécessaire dans ce que je vais vous dire. L'UNEF, elle présentait des listes syndicales à la mutuelle des étudiants, qui était une mutuelle gérée démocratiquement, hein, comme le veut le code de la mutualité. Et donc il y avait des représentants étudiants qui, par section locale, remportaient les élections au sein de la mutuelle des étudiants, et il y avait un conseil d'administration de cette mutuelle, et donc évidemment des représentants statutaires, président, secrétaire général, vice-président, qui étaient issus de l'UNEF, et qui donc administraient et dirigeaient une mutuelle étudiante qui avait une caractéristique particulière, c'est qu'elle était délégataire du régime étudiant de sécurité sociale. Ça répondait à quoi? Et Jean-Philippe l'a un peu dit, le régime étudiant de sécurité sociale, ça répond à une revendication au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui est une revendication des étudiants, au nom du fait qu'ils sont des jeunes travailleurs intellectuels, de bénéficier d'une prévoyance sociale particulière. Et donc de participer à l'édification de la grande architecture de la sécurité sociale, qui, je le rappelle à l'époque, ne concerne que les travailleurs salariés, et il y a y compris des luttes sociales de la part notamment des médecins pour ne pas bénéficier de la sécurité sociale, et pour rester en dehors de cette architecture qui est surtout l'œuvre des travailleurs salariés, des ouvriers à l'époque. Et puis il y a des secteurs de la société qui vont se mobiliser pour rentrer et bénéficier de la sécurité sociale. Et il y a deux grandes catégories de population à cette époque-là qui vont faire la même démarche. C'est les fonctionnaires qui vont créer des mutuelles, ou qui vont en tout cas faire en sorte que les mutuelles qu'ils ont créées gèrent la sécurité sociale, et les étudiants qui, grâce à une loi, si je ne dis pas de bêtises, de 46,
obtiennent la gestion du régime étudiant de sécurité sociale et donc vont gérer la sécurité sociale pour leurs pairs, pour les étudiants, jusqu'à Emmanuel Macron, en fait, qui a scellé la fin de la sécurité sociale étudiante. À la demande de la FAGE, mais je pense que ce qu'il faut qu'on analyse aussi, c'est quel était l'état. Vous savez, c'est la grande phrase de Rosa Luxembourg, l'acte le plus révolutionnaire qui soit, c'est de regarder le monde lucidement et tel qu'il est. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de se dire quel était notre rapport de force et quelle était notre capacité à cette époque-là à maintenir ce régime étudiant. Et moi, c'est surtout ça que dont j'aimerais discuter avec vous, c'est de vous dire, finalement, moi, qu'est-ce que j'en retire dans mon analyse sur pourquoi on a perdu et pourquoi le régime étudiant de sécurité sociale, on n'a pas été capable de le maintenir et d'en faire toujours un outil de protection des jeunes et un outil d'innovation. Quand même, au rang des grandes victoires de l'AMNEF et de la LMDE, on peut en citer une, c'est le droit à l'IVG, en tout cas la mobilisation pour le droit à l'IVG, puisque je rappelle que l'AMNEF organisait dans la plus grande illégalité à l'époque le fait que des jeunes femmes qui souhaitaient se faire avorter aillent en Belgique. Et donc nous, on avait encore des salariés de la LMDE qui étaient des gens qui avaient commencé leur carrière en étant agents de sécurité des bus des jeunes femmes qui allaient en Belgique pour bénéficier du droit à l'IVG. Beaucoup plus humblement, mais nous à l'LM2, on a essayé de lancer le remboursement des protections périodiques pour les jeunes femmes, d'ailleurs pour tous les adhérents, puisque c'était pour l'ensemble de nos adhérents. On a été la première mutuelle à le faire et on nous a emboîté le pas d'ailleurs derrière, donc ça montre que la LM2, ça servait à l'innovation sociale, mais je pense que dans ce qui fait qu'on a perdu et qu'on a reculé sur ces questions-là, moi je vois 3 éléments. Je pense, il n'y avait plus un accord général de la mutualité pour protéger la mutualité étudiante. Et en fait, il y a eu des gens qui se sont dit, il y a un marché jeune à conquérir, et donc on ne va plus soutenir les jeunes dans la gestion de leurs propres affaires, mais on va venir chercher ce marché-là pour étendre notre capacité d'influence. La deuxième chose, je pense, c'est que nous, on n'a pas été capable de renouveler notre proposition politique, nos propositions syndicales autour de la protection sociale des jeunes. Et je pense que c'est un enjeu de se dire quelle est la bonne protection sociale et quel est le bon niveau de protection sociale pour la jeunesse demain et quelles propositions on est capable de mettre sur la table pour la gestion d'une protection sociale étudiante. Et le troisième, et qui est pour moi le plus fondamental, c'est qu'on avait perdu sur cette question-là le lien au milieu étudiant. Et que ce qui est notre seule légitimité quand on est représentant syndicaux, et donc évidemment la FAGE a eu beau jeu de surfer là-dessus, mais les étudiants étaient contre nous sur cette question. Les étudiants étaient devenus contre nous sur cette question parce qu'il y avait des difficultés de gestion du régime, parce que ce qu'ils voyaient, c'est que ça leur coûtait cher en début d'année, et que nous, on n'a pas été capable d'analyser aussi cette question-là, et de faire en sorte que les jeunes massivement soutiennent le régime étudiant de sécurité sociale. Il y a des régimes délégués dans le reste de la société qui continuent d'être soutenus et auxquels l'État ne touche pas, parce qu'ils ont la force du nombre autour d'eux et la force du soutien de leur base. On avait perdu le soutien de notre base, et je pense que c'était une des raisons aussi qui fait qu'on a reculé sur cette question. Et du coup, peut-être les enjeux, moi, que je verrai aujourd'hui sur ce que c'est finalement la protection sociale des jeunes, ou le fait de se dire, bah voilà, il y avait une mutuelle qui existait, et puis ça n'existe plus aujourd'hui, en tout cas ça existe sous des formes qui ne conviennent plus. Mais pour moi, les enjeux qui existeraient demain pour les jeunes, en tout cas les éléments que nous on voyait comme étant des zones qui n'étaient pas protégées, je pense que la première chose, c'est de mener une politique de prévention qui soit adaptée aux jeunes, et ça, l'État, malgré tout ce qu'il veut bien dire, il n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et ce que faisait la mutuelle des étudiants, ça n'est pas aujourd'hui proposé. Et donc, du coup, d'avoir une prévention par les jeunes, pour les jeunes, qui sont capables de traiter les questions de leur génération, c'est quelque chose de fondamental. Le deuxième élément, je pense, qui est
un vrai recul de la fin du régime étudiant de sécurité sociale, c'est une question de démocratie sociale en tant que telle. En fait, le simple fait qu'il y ait des jeunes à la tête d'une mutuelle qui gérait la Sécu, ça faisait que vous aviez des jeunes qui parlaient de sécurité sociale. Ça fait qu'il y avait des jeunes qui se sentaient impliqués dans la gestion de la sécurité sociale. Je ne vous fais pas un dessin. Aujourd'hui, il y a une lutte sociale majeure sur la question des retraites. Et bien, il y a un intérêt à ce qu'il y ait des jeunes qui, dès leur arrivée au sein des études, soient sensibilisés à ce que c'est la sécurité sociale, soient sensibilisés à ce que c'est le bien commun, le salaire socialisé, et qui se sentent militants de la sécurité sociale. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu important. Et on a voulu clairement nous couper la parole sur ces questions-là en coupant le régime étudiant de sécurité sociale. Et la dernière chose, et sur laquelle ce sera un enjeu que vous choisirez de traiter ou non, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'énorme, c'est que les jeunes, ça représente un marché. La vie étudiante, que ce soit dans le domaine qui est géré par les œuvres universitaires et scolaires, les CROUS aujourd'hui, donc le logement, la restauration universitaire, que ce soit en termes de protection de santé, que ce soit en termes de solidarité en général, d'organisation de la vie étudiante, les jeunes, ça représente un marché pour un certain nombre d'entreprises. Et en termes de sécurité sociale, ce que je connais le mieux, les jeunes, ça représente un marché d'autant plus lucratif que, vous savez, moi j'ai croisé pas mal d'assureurs à l'époque, qui disaient, les jeunes, c'est du bon risque. Parce qu'un jeune, ça paye ses cotisations, bon an, mal an, même si elles ne sont pas très chères, ça paye ses cotisations dans une mutuelle, et c'est jamais malade. Ou en tout cas, ça ne soigne pas très bien. Et donc, du coup, ça ne coûte pas super cher à gérer. Et donc, du coup, pour une mutuelle, ça rapporte beaucoup d'argent. Et en fait, ne soyons pas dupes de cela. La population jeune rapporte beaucoup d'argent à qui sait proposer des choses innovantes et intéressantes dans le domaine de la solidarité étudiante. Et donc du coup, le fait de s'auto-organiser, de gérer ses propres affaires, c'est un signal ça. Le fait de s'auto-organiser et de gérer ses propres affaires, et moi c'est ma conclusion, c'est finalement une démarche anticapitaliste. C'est une démarche qui consiste à dire qu'on met en place des structures entre nous pour protéger le marché de la jeunesse, pour faire en sorte que, oui, quand on est étudiant, on a le droit de ne pas être juste la proie de ceux qui veulent se faire du fric sur notre dos, mais on a le droit de gérer entre nous nos propres affaires. Les mutuelles étudiantes, ça servait à ça. Merci beaucoup Romain pour cette intervention et pour avoir fait le déplacement aussi pour venir avec nous aujourd'hui. Du coup, on va continuer avec Jaspal, donc, comme je disais, qui était présidente de l'UNEF Paris 1 au moment de la mobilisation contre la loi Heureux et qui a également participé à la création de l'alternative à l'époque. Et on parlait du CNESER, et notamment qui a été élu CNESER pour nous. Donc je vais lui laisser la parole avant du coup de la laisser à Amy qui fera une conclusion aussi pour revenir sur nous, notre réunification aujourd'hui, ce que ce congrès veut dire et dans quel contexte aussi il s'inscrit. Mais bon, avant ça, du coup, Jaspal. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir d'être là et de vous voir aussi nombreuses et nombreux dans cette salle. Donc, on m'a déjà présenté, mais moi je suis Jaspal Dolimarguil. Je suis arrivée en 2014 à l'université où j'ai été à l'UNEF et présidente de l'UNEF Paris 1 et où j'en suis partie en 2018 et j'ai participé à la création de l'alternative en 2019. Et donc peut-être pour revenir un peu sur des périodes un peu plus récentes et de la place du syndicalisme étudiant dans le syndicalisme de transformation sociale, c'est vrai que voilà, c'est quand même pour moi un des enjeux les plus importants aussi de notre syndicalisme de transformation sociale qui s'oppose complètement au syndicalisme corporatiste de service qui est un peu une de nos batailles. C'est pas du syndicalisme, c'est que du corporatisme, mais aujourd'hui
de nos principales, qui étaient en tout cas à l'université, et aussi plusieurs sont revenus dessus, mais sur quel projet de société on défend et on pose dans notre action syndicale. Pourquoi un projet de société ? Parce que vous êtes revenu dessus, mais l'idée de nous placer aussi dans un contexte politique, avec des attaques libérales dans la société et à l'université, et dans un contexte où on aspire à aujourd'hui un ensemble d'une classe d'âge qui a accès à l'université, et du coup de comment de la jeunesse on inscrit la jeunesse dans la société, et quel projet de société pour cette jeunesse. Donc il y a l'accès à l'université, et comment allier avec ces attaques sur la sélection entre l'université, etc. Mais aussi sur son avenir et l'après. Il y a quand même une capacité un peu systématique de essayer de précariser et contraindre déjà des jeunes assez précarisés au quotidien, mais les jeunes dans leur avenir. Et donc il y a eu, on parlait des retraites et de la sécurité sociale, du CPE, et encore je me souviens de la loi travail en 2016, et cette importance dans ce syndicalisme de transformation sociale d'avoir sa place dans ces luttes sociales pour défendre ce projet de société pour toutes et tous, et pour les étudiants, et au-delà de l'université. Et donc historiquement, la place de la jeunesse, elle a été importante dans ces mobilisations sociales. Il y a un double, à la fois on nous attend beaucoup, à la fois il y a un petit côté un peu paternaliste quand même dans cette attente extérieure on attend que les jeunes se mobilisent et ça ira mieux, mais voilà, sur aussi l'autonomisation un enjeu de l'autonomie des mobilisations et des luttes locales. Et malgré tout, donc cet enjeu d'être ancré dans ces luttes locales et nationales, et de la place dans le mouvement social, et de la meilleure façon actuellement pour défendre nos droits, pour défendre notre projet de société, de s'organiser pour le faire. Donc, je vais revenir un peu sur... Moi, j'ai eu deux grandes expériences de mobilisation sociale quand j'étais étudiante. C'était la mobilisation en 2016 contre la loi travail, et la mobilisation en 2018, et où je voulais revenir aussi sur l'importance de comment on s'ancre, c'est ancré ou pas dans ces mobilisations en tant que c'était l'UNEF à l'époque, et aussi de cette organisation pour arriver à une mobilisation victorieuse, pour défendre nos droits, pour défendre nos droits et notre quotidien et notre projet de société. Donc, 2016, c'était contre la loi travail, qui voulait précariser encore plus notre avenir sur le marché de l'emploi, où très rapidement on a eu une organisation et une coordination qui s'est faite au niveau national, où il y avait une volonté forte de prendre part à cette mobilisation, et de porter aujourd'hui aussi les problématiques de la jeunesse, qui va être davantage précarisée par cette réforme, et du coup qui est passée, qui a les conséquences directes de cette réforme. Et du coup, voilà, les jeunes étaient très présents dès le 9 mars, et ça a été une belle mobilisation qui malheureusement s'est soldée par une défaite, mais avec une force, une mobilisation de la jeunesse et une coordination de celle-ci à l'époque qui a été très importante et déterminante aussi dans ce mouvement social. Et ensuite, la deuxième expérience de mouvement social qu'il y a eu par la suite, ça a été 2018, et la mobilisation contre
contre la loi ORE et contre la sélection entre universités et Parcoursup. Cette attaque contre l'entrée la sélection à l'entrée de l'université, c'était quand même une des plus grosses attaques auxquelles on pouvait, en termes de droits étudiants, on pouvait avoir subi, la jeunesse et les étudiants depuis 86, même si voilà, il y a plusieurs réformes où on a d'attaques libérales sur l'université qui se sont accumulées d'année en année. Malgré tout, ça a été quand même un point culminant. Et on s'est retrouvé dans une situation syndicale très compliquée à cette époque-là. Et une des organes syndicaux, notamment l'UNEF, qui était en grande... qui n'avait pas fait le choix de s'ancrer pleinement dans ce mouvement étudiant. Il y a eu des mobilisations locales sur un grand nombre d'universités, beaucoup de syndicats locaux aussi qui prenaient pleinement part à cette mobilisation. Et voilà, une vraie problématique de volonté et dans le discours pour dénoncer cette réforme, et dans la méthodologie et dans la stratégie de ne pas participer, de ne pas aider à coordonner ce mouvement, et où on s'est retrouvé à avoir des grandes problématiques et des grands désaccords d'organisation et justement de place dans le mouvement social lors de cette mobilisation, et des sections locales qui, en tout cas moi pour ma part quand j'étais à l'UNEF, qui se sont autonomisées beaucoup pour mener cette mobilisation, et où on a ressenti quand même une grosse problématique de manque de coordination et avec vraiment un retour aussi sur un repli sur soi assez fort, et ça a quand même été un gros moment de clivage dans le mouvement étudiant. Et du coup, on s'est retrouvé dans cette mobilisation avec certaines sections locales mobilisées qui prenaient part à cette mobilisation, mais beaucoup d'isolement et beaucoup de problématiques de coordination qui s'est faite, même si c'est là où il y a quand même des liens qui se sont faits avec les autres syndicats locaux. Donc peut-être pour résumer un peu, pour poser un peu le contexte et aussi la perspective, mais la perspective que vous avez plutôt vous écrite ici ce soir, et c'est pendant ces 2 jours, c'est où malgré tout ça a été un délitement, et je reviens et je retrouve ce que a pu dire Romain sur la question du mutualisme, mais un délitement sur un lien au local et un non-écoute des réalités locales très fort, un délitement sur un assouplissement et un refus de s'ancrer pleinement dans les luttes sociales et dans ce mouvement de transformation sociale qu'il y a pu avoir, et qui a mené du coup à ce nouveau rassemblement avec des syndicats locaux, des anciennes sections de l'UNEF, face à cette situation où on avait une volonté de recréer aussi, de refaire un mouvement et un syndical coordonné qui se base sur des luttes locales et un syndicalisme de terrain, portant aussi un projet de transformation clair auprès des luttes nationales pour la justice sociale, pour la justice écologique, pour tout ça. Et donc, pour vous raconter un peu ces petits ces éléments, et après, pour la suite, c'est vous qui allez l'écrire maintenant. Merci.
Du coup, pour un peu conclure cette table ronde, et puis après on passera bien évidemment avec un temps d'échange, mais pour conclure cette table ronde, globalement, du coup, on a eu plusieurs étapes qui se sont succédées, et notamment pour moi, le principal, ce serait de commencer par 2018, parce que c'est le début de mon engagement. J'ai commencé du coup en septembre 2017, et c'était mon premier mouvement social, le dernier un peu, étant donné que depuis, on a seulement eu 2 mouvements, donc les 2 contre les réformes des retraites. Une victoire à moitié grâce au Covid, mais aussi un presque échec, presque victoire, nous ne savons pas encore, nous sommes encore dedans. Et donc je pense que 2018, justement, c'est un bon commencement pour cette conclusion, parce que en fait, le mouvement social étudiant a complètement échoué justement à faire reculer des attaques qui arrivaient depuis des décennies sur l'université, qui était la question de la mise en place de la sélection. Et pour le coup, on échoue pour la première fois et on laisse se mettre en place cette sélection à l'université. Mais par contre, ce mouvement social de 2018, il a formé un peu, toute une génération justement de syndicalistes étudiants qui sont aujourd'hui dans la salle, qui seront aussi ce soir du coup présents au pot, et qui a été un peu justement un point de départ sur l'histoire qu'est l'histoire de l'Union étudiante, parce qu'on a en fait au travers de cette mobilisation une émergence de syndicats qui vont justement en fait se remettre en question et se dire aujourd'hui on est en capacité quand même de se mobiliser en tant qu'étudiant, on est en capacité de faire quelque chose, et on les retrouve aujourd'hui dans cette salle. C'est des syndicats qui au quotidien vont mener la bataille culturelle sur leurs universités, qui vont aller faire des distributions alimentaires, qui pendant le Covid ont énormément fait pour justement briser ce cycle où les étudiants se retrouvaient dans des 9 mètres carrés à ne rien pouvoir faire, et qui ont fait en sorte justement de se battre pour que les étudiants sortent de leur isolement, pour que les étudiants sortent de leur précarité via des distributions alimentaires. C'est que le début, parce que globalement on ne va pas pouvoir passer notre vie à faire des distributions alimentaires et rester dans un attentisme que globalement le gouvernement fasse quelque chose pour nous, pauvres étudiants. Et justement en fait c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui dans cette salle, c'est parce qu'on a envie de faire bouger les choses, on a envie de transformer la société, pas que de transformer nos conditions d'études, mais bien de transformer la société dans son ensemble. Et justement, en fait, notre société aujourd'hui, elle nous attaque de plus en plus, on l'a vu via la mise en place de la sélection, on le voit aujourd'hui avec la bataille contre la réforme des retraites, qui est aussi justement une nouvelle attaque libérale contre nos droits. Et pourtant, on a un minimum d'espoir justement parce qu'on sait que les forces vives du syndicalisme étudiant, elles sont dans cette salle. Elles ont envie de faire avancer les choses et elles vont le faire. Et en fait, c'est justement pour ça qu'on voulait absolument mettre en place cette table ronde. C'était de vous montrer en fait qu'il y avait eu des réussites dans le syndicalisme étudiant, que tout n'était pas perdu entre guillemets, et que justement l'Union étudiante, elle était là pour faire vivre les combats historiques de l'Union nationale des étudiants de France, oui, elle était là pour rappeler en fait tout cet héritage historique du syndicalisme étudiant, et pourtant elle va le faire en dehors de l'UNEF, mais elle va continuer à le faire, et c'est surtout en fait le fait de s'unir aujourd'hui pour créer un syndicat qui va être fort, qui va se battre pour l'autonomie de la jeunesse, qui va se battre pour la démocratisation de l'enseignement supérieur, et c'est surtout qui va se battre pour que les étudiants retrouvent un syndicat qui soit combatif, qui soit de terrain, qui soit avec un fonctionnement transparent, avec un fonctionnement démocratique, un fonctionnement inclusif. Et donc justement en fait je pense que ce qui a été dit, que ce soit sur les échecs liés justement en fait au dernier mouvement étudiants, mais aussi justement aux mutuelles étudiantes qui ne sont pas que du fait de la FAGE, mais surtout en fait qui sont suite à un problème en fait interne et un manque de remise en question, et justement un manque d'assises sur ce qui se passait du niveau des étudiants, et ce qui se passait, et justement d'analyse de la réalité du terrain. Ça c'est des erreurs qu'il ne faut pas justement refaire. Et pourtant,
on est aujourd'hui dans cette salle justement pour se dire c'était des erreurs, on les refera pas, mais par contre on sait qu'on a un espoir, on sait qu'on peut encore changer les choses. Et voilà. Concrètement, la réforme des retraites qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas encore si ce sera notre 3e défaite après 2016, après 2018, on ne sait pas si ce sera une réussite, mais par contre c'est une étape. Chaque mouvement social forme les générations, forme justement des militants de demain. Et c'est pour ça aussi que l'Union étudiante, elle se fait dans cette période avec un mouvement social contre la réforme des retraites, parce qu'on a énormément d'étudiants qui attendent de pouvoir se retrouver dans une maison commune, de pouvoir justement militer, de pouvoir faire changer les choses. Il y a des aspirations qui justement se sont retrouvées dans ce mouvement social contre la réforme des retraites, qui ne sont pas que liées à la retraite, mais aussi justement au mode de fonctionnement de notre société, à ce qu'on veut voir dans notre société. Et c'est à nous, en tant qu'union étudiante, justement, de montrer dès maintenant qu'on va réussir à se faire entendre, qu'on va réussir à montrer qu'un monde alternatif est possible. Désolée, c'est une petite blague entre nous, mais qu'un monde alternatif est possible et surtout que globalement, en fait, il faut absolument rien lâcher, parce qu'on est les héritiers de ce qui vous a été présenté aujourd'hui, mais que, comme l'a dit Jaspal, justement, c'est à nous d'écrire l'histoire et c'est à nous justement de faire en sorte que le syndicalisme de transformation sociale, le syndicalisme étudiant, ce soit exactement la même chose, parce que c'est notre objectif et qu'on veut faire en sorte que la société qu'on imagine, elle se mette en place un jour, et c'est justement notre héritage. Et c'est Marin qui fait passer le micro, mais je crois que tu vas devoir courir, qu'on n'en a qu'un qui marche. Il y a des questions ? C'est vrai ? Du coup, Yanis pour l'Union étudiante de Bordeaux. Merci à tous et toutes pour vos interventions. Merci Jaspal, Jean-Philippe et Romain. Merci aussi Anthony Vité. Moi, c'est pour vous que ma question elle s'adresse. Je voulais savoir d'abord comment est-ce que vous analysiez ce grand mouvement de réunification du syndicalisme étudiant. Nous, on pense que ça va permettre d'apporter une alternative solide à la fois à la FAGE pour les Étronnais en tant que première organisation étudiante, et puis aussi ça va permettre d'apporter une alternative solide aux directions et aux responsables des organisations qui l'embillent pour garder leur place. Donc c'est cette première question déjà, comment est-ce que vous analysez ça, et puis nous en tant que première organisation étudiante de France à terme, qu'est-ce que vous attendez de nous en tant qu'anciens de l'UNEF? Merci. Promis, on va pas dire des dingueries. Hein. Lucie, pour le SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier. Historiquement, le rôle du syndicalisme étudiant et ce qui nous a permis d'obtenir des avancées sociales en général, ça a été une certaine forme d'avant-gardisme dans la radicalité. Donc dans les revendications, comme vous avez pu le rappeler, mais aussi dans les modes d'action, les blocages, les manifs sauvages et tout ce qui nous permet globalement d'entretenir un rapport de force avec autant les établissements que le gouvernement.
Pourtant, clairement, on peut constater qu'il y a une différence de répression, une répression qui s'accroît avec, notamment depuis la loi programmation et recherche. Donc il serait naïf de penser qu'aujourd'hui, on peut voir des murs de pavés comme en mai 68 ou même des black blocs qui sont de plus en plus compliqués à tenir, comme au moment de la loi ORE ou de la loi travail. Donc pour vous, globalement, qu'est-ce qui sera la radicalité révolutionnaire de demain dans le mouvement étudiant ? Il y a une troisième question ou pas? Oui, bonjour. Moi, c'était juste une intervention rapide aussi pour rappeler qu'en fait, aujourd'hui, on voit de plus en plus de répression syndicale. Nous, par exemple, dans les Yvelines, l'UY, on a essayé de nous enlever notre local syndical. Actuellement, le directeur du FR, il refuse qu'on tienne des tables pour parler de la réforme des retraites aux étudiants. Et même, de manière générale, on voit que la jeunesse du pays, elle est de plus en plus réprimée, que ce soit par l'augmentation du nombre de gardes à vue, qui sont totalement arbitraires, que ce soit par des lois qui ont fait que si on bloque la fac maintenant, on peut avoir des amendes qui sont quand même assez conséquentes. J'ai plus le prix en tête. Et aussi dans les Yvelines, toujours, nous on a des lycéens qui ont été fait mettre à genoux à Mantes-la-Jolie, je ne sais pas si vous en souvenez, et plus récemment à Conflans aussi, Conflans-Saint-Honoré, où il s'était fait braquer par des LBD à tir tendu à vraiment 2 mètres d'eux. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi rappeler que le syndicalisme, il sert avant tout à défendre la jeunesse, et qu'actuellement, il y a une bataille qui est la bataille de retraite qui est primordiale, et qu'on ne peut pas se permettre de perdre, parce qu'on a passé un pas dans la répression, et que si on perd sur la réforme des retraites, en fait, on n'y aura pas de retour en arrière sur la répression syndicale et la répression de la jeunesse en général. Donc voilà. Oui, alors je vais essayer de répondre à la première question qui est difficile, qui n'engagera pas l'association des anciens de l'UNEF, puisque le débat, on doit l'avoir la semaine du 8 mai. Donc qui engagera plus ma personne et les brides de réflexion que j'ai suite aux derniers événements qui touchent jusqu'à ce premier jour de congrès fondateur. C'est difficile. J'ai connu une période où il y avait 2 UNEF et on a fini par les réunifier. Peut-être est-on dans une période où il y aura 2 UNEF qui finiront peut-être par se réunifier. Et qu'avant cette réunification, ça soit cette union nationale qui devienne première organisation étudiante, peut-être, devant la FAGE. C'est ce que je peux souhaiter aux étudiants, personnellement. Je ne sais pas qui veut tenter de répondre à la deuxième question. En fait, moi, je vais répondre aux deux... à la question et à la dernière intervention. Parce qu'effectivement, en mai-juin 68, ça a commencé par de la répression, en fait. Et on est arrivé à l'imagination au pouvoir. Donc, en tout cas dans les slogans. Donc c'est toujours difficile de se transformer en monsieur ou madame Irma pour le mouvement social, mais en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est la capacité de créativité, d'imagination du mouvement social, y compris quand on a des répressions très fortes. Effectivement, tout ce qui se passe pour l'Union des Yvelines est à remarquer. J'imagine que vous avez d'autres situations que vous pourriez aussi mentionner, mais il faut bien voir qu'en mai-juin 68, ça a commencé d'abord par l'interpellation de 400-500 étudiants dans la cour de la Sorbonne, et que ça s'est transformé en grève générale
à partir d'une nuit des barricades le 10 mai. Donc on verra bien ce que l'avenir dira, mais la créativité du mouvement étudiant ou du mouvement social, eh bien effectivement, ça va dépendre de plein de petites choses. Souvent, on retient une des modalités d'action radicale du mouvement de mai-juin 68, c'est l'occupation des universités, puis des lycées, puis des usines, entreprises et autres. Eh bien, il faut savoir que la fameuse UNEF de la Sorbonne Lettres dont je vous parlais tout à l'heure a essayé d'occuper la Sorbonne en février 1964 parce qu'il y avait la visite du président de la République italienne qui devait venir avec le ministre Fouché et qu'ils avaient décrété que la Sorbonne était interdite au ministre Fouché qui voulait mettre une réforme déjà sélective. Donc, évidemment, ça a échoué. Ils n'ont pas pu occuper la Sorbonne. Et ben, 4 ans après, ils ont pu le faire. Donc, il faut laisser le temps au temps aussi. Et les événements peuvent nous permettre d'inventer de nouveaux modes d'action radicale. Je voulais rajouter un mot parce qu'il se trouve que je suis depuis 20 ans professeur de lettres histoire en lycée professionnel. C'est que dans le mouvement en cours contre les retraites, il y a un mouvement en cours contre la réforme Grandjean des lycées professionnels qui a été confirmé par le président Macron en début de semaine, en même temps que ses annonces de quelques miettes pour la rémunération des enseignants, la rémunération socle, plus la rémunération contre du travail supplémentaire. Permettez-moi de sourire. Donc, cette réforme Grandjean est à combattre avec les syndicaliciens dans la mesure où elle reviendrait, en un mot, à transformer les lycées professionnels en centres d'apprentissage. Et ça n'est pas la vocation des lycées professionnels. Le baccalauréat reste le premier grade universitaire, fut-il bac pro. Je crois qu'il y a des syndicalistes lycéens au fond de la salle qui approuvent ce message. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je sais qu'il y a encore des réponses de ce côté-là. S'il y a d'autres questions, on peut en prendre encore une ou deux. Oui, merci beaucoup pour ces interventions et votre venue à notre congrès. Moi, j'avais une question qui s'adressait plutôt au Germe et à Romain. En créant l'alternative, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que les syndicats locaux avaient certes la branche syndicale très revendicative, la défense individuelle, etc., mais spontanément, chacun avait recréé une aile associative très forte qui s'est traduite pour beaucoup durant le Covid par des distributions alimentaires qui ne reproduisaient pas du tout le modèle Agorae qui a essayé de monter la phage, en ça que pour beaucoup de syndicats essayaient par le côté associatif, par la distribution alimentaire, de favoriser l'émancipation étudiante par leur action. Est-ce que, donc là c'est une question qu'on se pose, est-ce que par là il n'y a pas un redébut de mutualisme étudiant, de gestion étudiante, syndicale de ces réseaux associatifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller travailler là-dedans? Donc c'est des questions syndicales qu'on se pose, et comment est-ce que ça s'est construit justement ce réseau mutuel dans l'histoire? Est-ce qu'en partant de là on pourrait à terme s'imaginer un réseau national par exemple de ces différentes associations étudiantes qu'on chaperonne entre guillemets? Autre question. Alors moi je souhaitais poser une question sur les deux mobilisations qui ont permis d'obtenir des victoires importantes dans l'histoire du mouvement étudiant. Donc le contrat d'insertion professionnelle qui a été évoqué et la bataille aussi contre le contrat première embauche ensuite. On peut voir un peu des similitudes entre les deux tentatives de réforme et les deux mouvements. Et justement, ma question, c'était un petit peu à la fois pour des personnes qui ont pu vivre ces mobilisations-là, ou peut-être aussi pour le Germe, qui pourrait nous éclairer un petit peu là-dessus, sur
finalement, qu'est-ce qui a pu être décisif dans ces mobilisations-là et qui a permis que le gouvernement derrière retire ces réformes et est-ce qu'il y avait des grosses différences entre les deux mouvements ou est-ce qu'on a un peu des similitudes? Voilà. Oui, c'est fort. Bonjour, moi je suis responsable étudiant à l'heure actuelle, je suis un ancien UNEF également. Il y a dans le passage là, sur la question notamment du Crous des références notamment toute l'institution des élections locales depuis Aléo notamment qui fait que ça monopolise un certain nombre de temps de l'action d'une ORE et la critique à l'heure actuelle c'est que si on n'est pas électoraliste, on n'a pas d'influence en tant qu'ORE, on n'a pas de poids justement pour mener des batailles, en tout cas gagner des batailles. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut s'affranchir de la question de l'électoralisme? Première question. Et la seconde, si on ne peut pas, comment on peut tomber dans un peu l'écueil que moi je retrouve quand j'étais à l'UNEF en 2017-2018, d'oublier le travail syndical local, et qu'un syndicat étudiant a un projet de société à défendre et pas simplement des réflexes électoralistes à mettre en œuvre. Voilà, c'est un peu technique. Quelques éléments. C'est rigolo parce que la question du débat sur la participation aux élections, si je ne dis pas de bêtises, c'est le grand débat de l'UNEF-US qui précède l'UNEF-ID. Donc à la scission des deux UNEF, l'UNEF Unité Syndicale, qui était plutôt d'orientation trotskiste, dit il y a un grand clivage avec l'UNEF dite Renouveau et Solidarité étudiante, qui, elle, dit on participe aux élections. C'est finalement un débat qui traverse les générations et qu'on retrouve... j'ai pris beaucoup de plaisir à être élu étudiant, je l'ai été pendant 10 ans, je pense que c'est un peu trop d'ailleurs. Je suis pas convaincu d'être le meilleur représentant pour répondre à cette question. Juste deux éléments. La question sur le CPE. Moi, je suis arrivé à l'UNEF en 2008, une UNEF qui a un rapport de force énorme à la suite du CPE, et j'ai vécu le CPE au lycée. Ce qui est décisif dans le mouvement contre le CPE, c'est qu'il y a 3 manifestations avec 2 à 3 millions de jeunes dans la rue. On disait tout le temps, nous à l'époque, la radicalité c'est la masse. C'est le fait d'avoir des millions de jeunes dans les rues qui a fait reculer ce gouvernement à l'époque. Il y avait d'autres éléments de contexte que les historiens ont à analyser. Mais ce qui est décisif pour l'UNEF, c'est qu'elle est complètement débordée par sa base, complètement submergée, et qu'elle est au soutien d'une mobilisation étudiante énorme, qui ne voit pas forcément venir d'ailleurs à l'époque. Il y avait un mouvement en STAPS à ce moment-là, qui a été un peu instrumentalisé par l'UNEF pour faire partir le mouvement contre le CPE, et après ça se déroule avec un mouvement qui prend, et ça, cette alchimie, on ne peut pas la décréter non plus, quoi. On ne sait pas comment ça se passe, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 à 3 millions de jeunes dans les rues qui déferlent contre le gouvernement et contre le CPE, à ce moment-là. Donc peut-être une des premières réponses, en tout cas, c'est le nombre, et 2, quelque chose qui a beaucoup été dit, mais par exemple, le mutualisme étudiant, il a été vecteur d'unité. Il a été vecteur d'unité dans le monde étudiant, puisque, ça a été dit par Anthony, la MNEF, c'est le premier endroit dans lequel l'UNEF-ID et l'UNEF Renouveau vont déposer ensemble des listes, parce qu'ils considèrent qu'il y a un bien commun qui appartient aux étudiants qui s'appelle la MNEF, qui était dans un sale état à l'époque. Ça a fini devant des tribunaux. Ils se disent, voilà, là on va s'unir parce qu'il y a un projet commun qui a vocation à nous unifier. Donc peut-être pour faire le lien avec la question d'Hugo, ce qui est certain, c'est qu'il y a des nouvelles protections à définir, il y a des nouvelles choses à inventer, et que là-dessus, on serait bien malin d'avoir la réponse, puisque c'est précisément ce qu'on n'a pas été capable de faire. Poser la question de nouveaux risques sociaux qui touchent les jeunes et notre capacité à y répondre.
On a essayé des choses, il y a des choses qui ont perduré, autour du logement notamment, mais on n'a pas eu de réponse globale et générale. Mais peut-être qu'autour de cette question-là, il y a à la fois la capacité à de nouvelles innovations sociales, et là peut-être, mais ça c'est encore une fois vos choix, et je prends énormément de précautions quand je le dis, mais la capacité à créer localement, à des échelles plus larges, de l'unité autour de ce qui bénéficie aux étudiants. Voilà humblement ce que je peux en tirer comme conclusion. Je voulais inciter au mutualisme, les jeunes étudiants que vous êtes et les futurs travailleurs que vous serez, devenez mutualistes et soyez mutualistes. Si vous devenez enseignant comme moi, adhérez à la MGM, soyez mutualistes. Alors, on pourrait aller encore plus loin. Soyez militants, soyez coopérateurs, soyez syndicalistes. En fait, c'est vraiment toute une palette d'interventions que vous avez devant vous, que même derrière vous ou devant vos écrans actuels. Pour partir de la question d'Hugo, c'est vrai que les distributions alimentaires, pour moi, ça relèverait plus des premiers restaurants coopératifs étudiants qui se mettent en place à la fin du 19e siècle, 20e siècle, que vraiment du mutualisme. Mais tout cela, ça relève d'un mouvement plus général qui était un mouvement de gestion directe des œuvres étudiantes par les étudiants eux-mêmes. Et la mutuelle, c'était ça au départ. Il faut bien voir que le débat sur les élections vient bien plus tard, quand justement l'État commence à récupérer ce que le mouvement étudiant avait commencé à mettre en place. Vous aviez des maisons de l'étudiant, vous aviez des restaurants, vous aviez parfois des résidences étudiantes qui étaient gérées par ce qu'on appelait à l'époque, depuis 1876-1878, les associations générales d'étudiants dans chaque ville universitaire. Et bien ces AGE, c'était un mini-pouvoir étudiant dans chaque ville où ils géraient directement les choses. C'était pas la municipalité ou l'État qui gérait et qui proposait aux étudiants de venir avec des représentants au départ à parité, puis après à 33%, puis après à 25%, puis après on favorise la division du mouvement étudiant, et ce qui fait qu'on a encore moins de représentants étudiants. Donc la question, c'est plutôt effectivement la capacité d'action autonome du mouvement étudiant. Après, je serais presque à partager ce que dit Romain sur créer de l'unité. C'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, après, on a des logiques de chapelle, des logiques d'organisation qui peuvent renforcer le pouvoir institutionnel face à un pouvoir étudiant éventuel. En tout cas, pour répondre à la question de Steve, je crois, sur les élections, c'est vrai que ça a été un grand débat après 68, puisque la loi Faure a mis en place cette participation étudiante et que effectivement il y avait l'UNEF proche des communistes qui était pour la participation, l'UNEF US était contre. En fait, tout le reste de la gauche et de l'extrême gauche était contre. C'était plutôt le slogan « Élection piège à con ». En fait, des expériences comme l'Union Pirate à Rennes 2, comme vos différents syndicats, montrent qu'on peut tout à fait être dans une logique électorale majoritaire et en même temps une logique de contestation syndicale. Donc les deux ne sont pas incompatibles, et en ayant justement cette double besogne, là encore, ça vous permet d'avoir un garde-fou par rapport à effectivement le risque d'électoralisme, d'éloignement des préoccupations quotidiennes et éventuellement de l'appel de l'institution
grâce à des postes de vice-présidence étudiante ou de choses comme ça qui peuvent donner l'illusion de participer à quoi que ce soit dans la gestion de l'université. Et voilà, et des dernières choses sur le CPE. Effectivement, je reprends la phrase de Romain qui est très bonne, la radicalité c'est la masse. Hein, effectivement, ça aussi c'est un élément très important pour la radicalité. Ce qu'il faut aussi ajouter sur le mouvement du CPE, et du coup j'en profite pour vous inciter à aller voir la table des publications du GERM et de la Cité des mémoires étudiantes. Vous avez un très bon ouvrage de Paolo Stupia sur l'histoire du mouvement contre ce CPE, et ça montre bien qu'il y a effectivement cette radicalité étudiante massive, avec, j'aime bien aussi l'expression de Romain sur l'UNEF était débordé à ce moment-là, et donc là vous avez la mise en place de coordinations nationales étudiantes qui sont effectivement massives, effectivement représentatives, et vous avez aussi, comme actuellement dans le mouvement contre la réforme des retraites, une intersyndicale unie des syndicats de salariés et des organisations de jeunesse. C'est aussi un élément important. Je voudrais répondre à la question qui m'a été posée sur le CIP, que j'avais oublié. Donc, il y a eu la mobilisation massive des jeunes. Il y a eu une différence par rapport au CPE, c'est que le pouvoir était partagé, puisqu'on était dans une situation de cohabitation, avec une présidence à gauche et le gouvernement et l'Assemblée à droite, emmenés par Édouard Balladur. Édouard Balladur a été confronté à des élections départementales, dites cantonales, catastrophiques, en plein milieu du mouvement. Il est venu devant les caméras livide, et dans les 24 heures, il a abandonné le CIP. L'importance des élections. Pas des élections universitaires pour le coup, mais des élections générales. Donc voilà ce que je voulais répondre sur le CIP. Donc c'est la preuve qu'on a gagné, c'est la preuve qu'on peut gagner. Je vais laisser le mot de la fin, Jaspal. C'était peut-être juste une petite... parce qu'il y a beaucoup de questions qui étaient plutôt sur l'avant. Moi aussi avant, peut-être un peu plus avant que moi. Non, je voulais peut-être juste rebondir sur une petite réflexion sur une ou deux remarques qui ont été faites sur la question des pratiques syndicales. Je trouve qu'il y a quand même un enjeu important dans le syndicalisme étudiant, c'est comment être en capacité de se renouveler dans ses pratiques et d'être en accord avec son milieu étudiant et des réalités locales. Et c'est vrai que, par exemple, en 2018, on s'est retrouvé à un moment où on avait des syndicats locaux inventifs, combatifs, qui menaient une mobilisation avec d'autres formes syndicales, d'autres formes de pratiques militantes qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et face à ça, on avait une organisation qui était plutôt dans un vieux monde et qui avait vraiment beaucoup de difficultés à proposer de nouvelles choses. Et en même temps, c'est une question permanente à se reposer systématiquement. Comment être en accord avec son milieu, comment renouveler ses pratiques syndicales, où vraiment, il y en a plusieurs dans la salle ici, où c'était vraiment... il y avait cette réflexion qui n'était pas permise ailleurs. Et donc cet élément du lien du lien au milieu étudiant et aux réalités, aux batailles locales et de terrain, et cette coordination globale pour créer un rapport de force et aussi gagner à la fin. Et du coup, voilà, c'est peut-être plus une petite remarque, et en même temps, je pense que vous ici, j'ai pu voir différentes choses qui ont été faites sur comment on se remet à neuf régulièrement pour remobiliser, pour ramener de nouvelles personnes. Et je pense que c'est un des enjeux très importants, et en même temps, c'est pas nous qui allons vous apprendre, nous dire comment on faisait avant, et je pense que
redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, il y a des choses hyper intéressantes qui ont été faites, qui sont faites, et c'est vous que vous allez trouver les éléments pour cet renouvellement des pratiques syndicales et militantes et pour recréer une mobilisation nationale et gagner une nouvelle bataille étudiante. Merci. Merci beaucoup du coup pour toutes ces interventions très riches et qui, je pense, vont aussi beaucoup nous aider dans le reste de nos débats de ce week-end.